une peine de réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 20, 25 ou 30 ans, ou une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Sous un monde de façade où les femmes sont censées incarner l'empathie et la grâce. Certaines ont commis des crimes qui révèlent les aspects les plus sombres de la nature humaine, remettant en question notre compréhension du mal. De la violence brutale de Celeste Owens à la jalousie impitoyable de Shona Nelson, ces criminels ont franchi toutes les limites morales. Commençons. Elle a été retrouvée avec 3 sacs poubelles blancs autour de son corps. Le 19 novembre 2021, la pire crainte d'une mère a été signalée. Amari Hall, âgée de 8 ans, avait disparu. Sa mère, Brittany Hall, et la partenaire de sa mère, Celeste Alexandria Owens, ont affirmé qu'elle s'était réveillée pour découvrir qu'Amari avait disparu de leur chambre d'hôtel dans le comté de Gwinnett, en Géorgie. La panique s'est installée et les autorités ont rapidement lancé une recherche pour la jeune fille. Cependant, alors que les officiers commençaient leur enquête, des détails troublants ont émergé. Celeste Owens, 32 ans, a dit à la police qu'elle était allée chez sa grand-mère la veille au soir et qu'elle venait juste de revenir, ce matin-là, découvrant qu'Amari avait disparu, mais quelque chose ne collait pas. Les enquêteurs ont trouvé des incohérences dans l'histoire d'Owens, et lorsqu'ils ont vérifié ses relevés téléphoniques, ils ont découvert des recherches inquiétantes. Que faire quand un enfant n'écoute tout simplement pas? Lac près de chez moi. Comment fonctionnent les égouts dans les rues? Et comment signaler une personne disparue? Il est devenu clair qu'Owens ne disait pas la vérité. Les officiers ont également remarqué des ecchymoses et des blessures sur les 2 jeunes frères et sœurs d'Amari. Il n'a pas fallu longtemps avant que la police ne fasse une découverte déchirante. Amari ne s'était pas enfuie. Elle avait été tuée. Les enquêteurs ont retracé les mouvements d'Owens grâce à des images de surveillance. Ils l'ont vu louer une camionnette U-Haul et se diriger vers le comté de DeKalb. Quelques jours plus tard, les officiers ont trouvé une tombe peu profonde dans une zone boisée près de Stone Mill Drive. À l'intérieur se trouvait le corps de la petite Amari. Avant le début du procès, elle riait comme si elle n'avait aucune honte de ce qu'elle avait fait. Vue ici souriante et riant juste quelques minutes avant sa première comparution, elle est accusée d'avoir tué Amari. Pendant le procès, les procureurs ont révélé qu'Owens et la mère d'Amari, Brittany Hall, maltraitaient l'enfant depuis des mois. Les enquêteurs ont trouvé plus d'une douzaine de vidéos sur le téléphone d'Owens, montrant qu'il tourmentait les 3 enfants. Des experts médicaux ont témoigné qu'Amari souffrait de malnutrition sévère et du syndrome de l'enfant battu, ce qui signifie qu'elle avait été maltraitée à plusieurs reprises au fil du temps. Son corps montrait de multiples blessures par contusion, hémorragie interne et fractures. Les preuves étaient accablantes. Owens n'avait pas seulement pris la vie d'Amari, mais elle avait essayé de le dissimuler. Après un procès qui a duré des semaines, il a fallu seulement 2 heures au jury pour rendre un verdict. Celeste Owens a été reconnue coupable de toutes les 21 accusations, y compris de malveillance, de meurtre et de meurtre criminel. Le juge, profondément troublé par l'affaire, l'a qualifié de l'acte de cruauté envers un enfant le plus malveillant qu'elle ait jamais vu. Lors de la condamnation, la famille d'Amari a parlé en larmes. Sa grand-mère, Barbara Wright, a dit « Mon cœur est brisé en millions de morceaux que je n'ai pas pu recoller. Mon cœur est brisé en millions et millions de morceaux que je n'ai pas pu recoller. Et encore un peu plus. » Owens a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, plus 235 ans. Elle ne sera jamais libre à nouveau, pourtant elle ne montre aucun remords. Son visage reste impassible, ne montrant aucune émotion concernant ses actes ou sa condamnation. Chef 3, meurtre criminel coupable. Chef 4, meurtre criminel coupable. Chef 5, cruauté envers les enfants au 1er degré coupable. Le cas d'Amari Hall est un rappel déchirant de l'importance de protéger et de prendre soin des enfants. Chaque enfant mérite de grandir dans un environnement sûr et aimant. Bien que justice ait été rendue, rien ne peut annuler la tragédie de sa perte. Son histoire nous encourage tous à être plus attentifs, à écouter lorsque les enfants ont besoin d'aide, et à toujours défendre leur sécurité et leur bien-être. Brittany Hall, la mère d'Amari, attend encore son procès. Mais une chose est claire, la souffrance d'Amari n'est pas passée inaperçue, et les responsables feront face aux conséquences. Le cas d'Amari montre que les tuteurs peuvent être la plus grande menace. Le cas suivant révèle comment la manipulation peut pousser un adolescent à commettre un crime impensable.
Tout a commencé par un appel frénétique au 911 d'une jeune fille dans la nuit du 16 novembre 2012. La panique régnait sur la ligne. Personne ne savait exactement ce qui se passait, mais une chose était certaine. Quelque chose de vraiment horrible était en train de se dérouler. Sabrina Zunic, une adolescente en famille d'accueil, s'est retrouvée impliquée dans un triangle amoureux mortel qui a conduit au meurtre brutal de sa mère d'accueil, Lisa Knefel. Derrière cet acte horrible, cependant, se cachait un plan manipulateur orchestré par nul autre que le mari de Lisa, Kevin Knefel. Sabrina Zunic vivait avec la famille Knefel à Willoughby Hills, Ohio. Lisa Knefel, une assistante sociale de 41 ans, avait accueilli Sabrina comme sa fille adoptive, lui offrant un foyer et de la stabilité. Cependant, ce que Lisa ignorait, c'est que son mari, Kevin Knefel, avait manipulé Sabrina. Il l'a manipulée pour qu'elle entretienne une relation inappropriée et l'a convaincue qu'ils étaient amoureux. Kevin, un homme dans la quarantaine, avait un plan sinistre. Il voulait que sa femme meure pour pouvoir être avec Sabrina et toucher 750 000 $ d'assurance vie. Il a rempli l'esprit jeune de Sabrina de promesses, de mensonges et de pressions, allant même jusqu'à menacer de se suicider si elle ne le faisait pas. Prise au piège sous son contrôle, Sabrina a finalement cédé. Lisa Knefel dormait chez elle lorsque Sabrina l'a attaquée. Dans une attaque brutale et frénétique, elle a poignardé Lisa plus de 130 fois. La femme qui l'avait accueillie et s'était occupée d'elle est morte dans sa chambre, trahie par quelqu'un en qui elle avait confiance. Lorsque la police est arrivée, Sabrina a été immédiatement arrêtée, mais la vérité sur l'implication de Kevin Knefel ne serait révélée que plus tard. Il l'avait convaincue de le faire, et elle avait suivi son plan. Au fur et à mesure que l'affaire se déroulait, des détails choquants ont émergé. Sabrina a témoigné au tribunal, révélant comment Kevin l'avait manipulée, utilisant l'amour et la peur pour la pousser à commettre le crime. Le jury a entendu comment il avait entamé une relation physique avec elle alors qu'elle était encore mineure et avait planifié le meurtre de Lisa pour un gain financier. Lorsque le verdict a été rendu, il n'y avait aucun doute. Kevin Knefel était le véritable cerveau. Il a été reconnu coupable de complot en vue de commettre un meurtre aggravé avec violence. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 30 ans, plus 12 années supplémentaires pour ses crimes contre Sabrina. Son avocat de la défense affirme que son client maintient son innocence. Knefel a été reconnu coupable en juin de 11 chefs d'accusation. Quant à Sabrina, elle a plaidé coupable de meurtre aggravé. Bien qu'elle ait été adolescente à l'époque et manipulée, elle devait tout de même faire face aux conséquences de ses actes. Le juge l'a condamnée à la réclusion à perpétuité, mais avec une possibilité de libération conditionnelle après 30 ans. Dès que Sabrina a entendu le verdict du juge, elle s'est effondrée au tribunal. Cette affaire a eu un impact dévastateur. Une mère a été assassinée chez elle. Une adolescente, autrefois une enfant placée en famille d'accueil ayant besoin d'amour et de soutien, a été transformée en tueuse. Un homme qui aurait dû être un protecteur a été révélé comme un manipulateur de haut vol, qui a détruit des vies par avidité et désirs égoïstes. Sabrina a exprimé des remords lors de sa condamnation, mais rien ne pouvait annuler ce qui s'était passé. La famille Knefel a été déchirée à jamais. Sabrina est piégée dans une toile sinistre de tromperie, mais l'affaire suivante révèle comment une commande de pizza se transforme en un acte de vengeance féroce. Elle n'est pas une simple spectatrice innocente. Chad n'avait pas de contrôle sur elle, ses actions, ses méfaits. Erika Stefanko contrôlait ses actions. Par une soirée d'été tranquille en juin 2012, Ashley Biggs, une livreuse de pizza de 25 ans et travailleuse acharnée, a reçu une commande. Elle n'avait aucune idée que cet appel la conduirait dans un piège mortel. Ashley était une mère se battant pour la garde de sa jeune fille, et sa vie allait être prise dans un meurtre cruel et calculé. La commande a été passée par Erika Stefanko, qui était mariée à Chad Cobb à l'époque. Chad était l'ex-petit ami d'Ashley, et ils étaient engagés dans une bataille acharnée pour la garde de leur fille de 7 ans. Erika et Chad ne voulaient pas seulement gagner la garde, ils voulaient qu'Ashley disparaisse pour toujours. Erika a attiré Ashley dans un parking désert en commandant une pizza à cet endroit. Quand Ashley est arrivée, Chad l'attendait dans l'ombre. Il l'a attaquée, l'a électrocutée avant de la battre brutalement et de l'étrangler. Après le meurtre, Chad et Erika ont conduit son corps à Chippewa Township, où ils l'ont abandonné dans sa voiture. Le lendemain, la police a découvert le corps sans vie d'Ashley. Il n'a pas fallu longtemps pour relier le crime à Chad Cobb. Il a été arrêté et, face à des preuves accablantes, a plaidé coupable. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Et le père de l'enfant est Chad Cobb. Vous avez un dispositif de contrainte électrique.
Bien que Chad soit derrière les barreaux, Erika était libre. Pendant des années, les autorités ont soupçonné qu'elle avait joué un rôle plus important dans le meurtre qu'elle ne l'avait admis. Cependant, ce n'est qu'en 2019, 7 ans plus tard, qu'elle a finalement été arrêtée et inculpée. Son premier procès a eu lieu en 2020. Un témoin clé contre elle n'était autre que Chad Cobb lui-même. Il a témoigné qu'Erika était impliquée dans la planification du meurtre, mais son témoignage a été donné à distance en raison des restrictions liées au Covid-19. Le jury a déclaré Erika coupable et elle a été condamnée à la prison à vie. Cependant, les avocats d'Erika ont ensuite soutenu que le témoignage vidéo de Chad était injuste. En 2022, un tribunal a annulé sa condamnation, lui donnant une seconde chance. En 2024, le nouveau procès d'Erika a commencé. Cette fois, Chad a témoigné en personne. Il a changé son récit, affirmant maintenant qu'Erika était celle qui avait étranglé Ashley avec un serre-câble. Les procureurs croient toujours que Chad était le véritable meurtrier, mais un fait est resté le même. Erika a aidé à mettre tout le plan en marche. Le jury n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour décider. Après seulement 2 jours de délibération, ils ont de nouveau déclaré Erika coupable. Mercredi, Erika Stefanko a été condamnée à la prison à vie pour son rôle dans le meurtre d'Ashley. Elle sera éligible à la libération conditionnelle après avoir purgé 30 ans. Son visage sans émotion montre qu'elle n'a aucun regret. Une peine de réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 20, 25 ou 30 ans, ou une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. La procureure du comté de Summit, Sherry Kevin Walsh, a exprimé sa gratitude envers le jury et les forces de l'ordre, en disant « Pendant 12 ans, nous avons lutté pour obtenir justice pour Ashley. Aujourd'hui, pour la 2e fois, le jury du comté de Summit a déclaré Erika Stefanko coupable. Cette affaire est un rappel déchirant que la jalousie et la vengeance peuvent mener à une cruauté inimaginable. C'est aussi un témoignage de persévérance. La justice peut être retardée, mais elle ne cesse jamais dans sa quête de la vérité. Elle sera toujours considérée comme une délinquante violente. Le cas suivant prouve que lorsque le chagrin se transforme en obsession, les conséquences peuvent être mortelles. Une femme accusée d'avoir tué la petite amie de son mari séparé a témoigné aujourd'hui pour sa propre défense et a admis l'agression au couteau. Michelle Boa est accusée de meurtre au 1er degré. La police affirme qu'elle a poignardé Tracy Mondabal devant l'appartement qu'elle partageait avec son mari à Pella. Le 18 mai 2020, dans la paisible ville de Pella, Iowa, un crime brutal a choqué la communauté. Michelle Boat, une femme de 56 ans, a été arrêtée pour le meurtre de Tracy Mondabal, la nouvelle petite amie de son mari séparé. Ce qui a commencé comme un chagrin d'amour s'est transformé en un crime tragique et violent qui enverrait Michelle en prison pour le reste de sa vie. Michelle Boat avait été mariée à Nick Boat pendant 20 ans. Mais en 2020, leur mariage a pris fin lorsque Nick l'a quittée pour une autre femme, Tracy Mondabal. Le cœur brisé et en difficulté, Michelle s'est retrouvée seule, sans emploi et presque sans argent. Elle a regardé son mari refaire sa vie avec Tracy, et la douleur est devenue insupportable. Le jour du meurtre, Michelle avait suivi Tracy, la regardant rencontrer Nick. Quand elle les a vus s'embrasser, cela l'a poussée à bout. Michelle a ensuite conduit jusqu'à la maison de Tracy et a attendu le moment parfait pour frapper. Plus tard dans la journée, alors que Tracy était assise dans son camion, Michelle s'est approchée. Ce qui s'est passé ensuite a été brutal. Michelle a poignardé Tracy à plusieurs reprises, lui infligeant des blessures mortelles. Après l'attaque, Michelle a pris la fuite, laissant Tracy mourir dans son véhicule. Les autorités ont rapidement rassemblé des preuves liant Michelle au crime. Le sang de Tracy a été trouvé dans la voiture de Michelle, et l'ADN de Michelle a été découvert dans les cheveux de Tracy. Des messages textes ont également révélé que Michelle avait menacé Tracy des semaines avant le meurtre. Il me frappait et me frappait et me frappait. Je l'ai juste poignardé. Lors de son procès, l'équipe de défense de Michelle a soutenu que le meurtre n'était pas prémédité, mais un crime passionnel. Ils ont affirmé que Michelle était émotionnellement instable en raison de son divorce récent, du stress de la pandémie de Covid-19 et de ses difficultés financières. Ils espéraient convaincre le jury que Michelle devait être reconnue coupable d'homicide volontaire plutôt que de meurtre au 1er degré. Mais l'accusation a dressé un tableau différent. Ils ont montré que Michelle avait planifié le crime pendant des semaines. Elle avait des gants, des jumelles et un couteau prêt. Ce n'était pas un acte impulsif, c'était un meurtre calculé. Après avoir entendu toutes les preuves, le jury a eu besoin de moins d'1 heure pour prendre sa décision. En mai 2021, Michelle Boat a été reconnue coupable de meurtre au 1er degré.
la peine obligatoire pour ce crime dans l'Iowa et la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Michelle a montré peu d'émotion lorsque le verdict a été prononcé. Ses plans d'appel ont été annoncés plus tard, mais ses chances d'annuler la sentence restaient minces. Tracy Mondabog, la victime innocente, a laissé derrière elle 4 enfants et 10 petits-enfants, qui ne la reverront jamais. Cette affaire est un rappel déchirant de la façon dont la jalousie et le chagrin peuvent amener à des conséquences inimaginables. Au lieu de passer à autre chose, Michelle a laissé ses émotions la pousser à commettre un crime horrible. Maintenant, elle passera le reste de sa vie derrière les barreaux, tandis que les proches de Tracy continuent de pleurer leur père. La jalousie de Michelle Bott a conduit à un crime impitoyable. Notre prochaine affaire montre qu'une liaison n'a pas seulement conduit à une trahison. Elle s'est terminée par une exécution glaçante en plein jour. La personne vient de courir dans l'allée. Shona Nelson semblait tout avoir. Un mari aimant, des enfants et un emploi stable en tant que standardiste du 911. Mais au fond d'elle, elle voulait plus. Elle est tombée amoureuse d'un autre homme, le détective Ignacio Garris. Leur liaison a conduit à des secrets, des trahisons et finalement un meurtre choquant qui a stupéfié la ville de Greeley, Colorado. Shona a épousé Ken Nelson, un adjoint du shérif, en 1996, et ils ont construit une vie ensemble. Cependant, après des années de mariage, elle a commencé une liaison avec Ignacio, qui était également marié. Elle espérait qu'il quitterait sa femme, Heather Garris, pour elle, mais Ignacio a refusé. Lorsqu'elle est tombée enceinte de son enfant, il lui a demandé d'interrompre la grossesse. Elle a refusé et a plutôt essayé de faire fonctionner les choses avec Ken à nouveau. Heather, ignorant l'ampleur de la liaison d'Ignacio, a été dévastée lorsqu'elle l'a découvert. Pourtant, elle a choisi de se battre pour son mariage et Ignacio a promis de rompre avec Shona. Il l'a fait par téléphone, avec Heather à ses côtés écoutant. Shona était furieuse. Juste 2 jours après qu'Ignacio ait rompu avec elle, Heather partait travailler le 23 janvier 2007. Alors qu'elle entrait dans le parking, une silhouette masquée vêtue de noir s'est approchée d'elle avec une arme. L'attaquant lui a ordonné de s'agenouiller, puis lui a tiré 2 balles dans la tête. Elle est morte en quelques minutes. Shona Nelson a commis ce meurtre et les preuves l'ont prouvé. Je veux parler de quelques points et je vais aller vite, car je n'ai pas beaucoup de temps avec vous aujourd'hui. Lorsque la police est arrivée, les collègues de Heather ont immédiatement soupçonné Shona. Ils avaient entendu les menaces et savaient à quel point elle était obsédée par Ignacio. Une alerte de police a été lancée pour elle. À ce moment-là, Ken était en train de faire un briefing dans une salle de réunion quand il a appris que sa femme était la principale suspecte d'un meurtre. En rentrant chez lui, Ken a vu Shona au volant de son camion. Il a sauté dehors. Il l'a bloqué et a crié « Qu'as-tu fait ?» À l'intérieur du camion, la police a trouvé un masque de faucheuse, exactement comme celui décrit par les témoins. Shona a été arrêtée sur le champ. Au début, Shona a nié toute implication dans le meurtre, mais au fur et à mesure que l'enquête avançait, sa meilleure amie, Michelle Moore, a également été arrêtée. Il s'est avéré que Michelle avait aidé Shona à planifier le crime. Elle a ensuite avoué à la police, révélant que Shona voulait piéger Ken en portant ses vêtements, en conduisant son camion et en laissant des preuves trompeuses. Vous lui avez envoyé 2006 par email ? Je ne sais pas si c'était par email. Je sais que nous avions échangé des appels téléphoniques. Vous ne vous souvenez pas d'avoir dit que c'était par email ? Non, d'accord. Le procès de Shona a commencé en février 2008. L'accusation a présenté 120 pièces à conviction qui témoignaient contre elle. Lorsque Shona a finalement pris la parole, elle a fait une déclaration choquante. Elle a dit qu'elle et Michelle avaient été amantes et que Michelle la piégeait par vengeance. Mais Michelle a tout nié et le jury n'a pas cru l'histoire de Shona. Le 3 mars 2008, après seulement une journée de délibération, le jury a déclaré Shona Nelson coupable de meurtre au premier degré. Elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Michelle Moore, pour sa part dans le crime, a été condamnée à 9 ans de prison, mais a été libérée par la suite. Ken a divorcé de Shona et a déménagé hors de l'État avec leurs enfants. Ignacio a démissionné du département de police et s'est installé en Floride. Shona affirme toujours qu'elle a été piégée, mais ses appels ont été rejetés. Cette affaire est déchirante à bien des égards. Une femme a perdu la vie simplement parce qu'une autre ne pouvait pas accepter le rejet. Un enfant a perdu sa mère. Des familles ont été déchirées. L'obsession de Shona pour Ignacio l'a menée sur un chemin sombre, et à la fin, elle a tout détruit, y compris elle-même. Ensuite, l'affaire de Sidney Powell. La maison qui autrefois rayonnait de chaleur et de rire était devenue un lieu de cauchemar, ses murs tachés par le souvenir d'un crime impensable. Sidney Powell, 23 ans, était assise dans la salle d'audience, son visage marqué par un acte qui avait brisé la paix tranquille d'Akron. Quelques années plus tôt,
Elle était une étudiante prometteuse, une jeune femme avec des rêves et des ambitions. Mais en mars 2020, tout a basculé. Submergée par la rage, elle a attaqué sa mère, la frappant avec une poêle en fonte avant de la poignarder à plusieurs reprises. Sydney avait toujours eu des difficultés à l'école, et malgré ses efforts, elle a finalement été renvoyée de l'université. Craignant de décevoir ses parents, elle a gardé cela secret, prétendant que tout allait bien. Elle a maintenu le mensonge, espérant arranger les choses avant qu'ils ne découvrent la vérité. Mais les secrets finissent toujours par être révélés. Un jour, sa mère, Brenda Powell, a découvert la vérité. Spécialiste dévouée de la vie des enfants à l'hôpital pour enfants d'Akron, Brenda était connue pour sa gentillesse et sa compassion. Elle avait passé des années à aider les enfants et les familles à traverser des moments difficiles, toujours prête à offrir soutien et compréhension. Lorsque Brenda a confronté Sydney, la peur l'a submergée. Ce qui aurait dû être une conversation honnête entre mère et fille s'est transformé en un moment déchirant qui a changé leur vie à jamais. Une dispute animée a dégénéré, et dans un accès de rage, Sydney a saisi une lourde poêle en fonte et a frappé sa mère. Mais Brenda ne s'est pas effondrée immédiatement. Elle s'est retournée, la douleur et le choc dans les yeux, et c'est alors que Sydney a fait un choix dévastateur. Submergée par la peur et la rage, elle a couru à la cuisine, a saisi un couteau, et a attaqué dans une frénésie. Mais lorsque la rage s'est dissipée, la réalité a frappé durement. La maison, autrefois chaleureuse et aimante, semblait maintenant froide et sans vie. Sydney est restée figée, regardant l'horreur devant elle. Lorsque les enquêteurs sont arrivés, ils étaient stupéfaits. Les amis et la famille avaient du mal à comprendre ce qui l'avait poussé à un tel extrême. Au fur et à mesure que la vérité se dévoilait, il devenait clair que des émotions enfouies, des années de tension et un moment fatidique avaient conduit à une tragédie inimaginable. Un lien autrefois incassable avait été brisé à jamais. L'équipe juridique de Sydney a soutenu qu'elle souffrait de schizophrénie sévère. Ils ont affirmé qu'elle avait subi une crise psychotique et n'était pas consciente de ses actes, plaidant pour un verdict de non-culpabilité pour cause de démence. Cependant, le jury n'était pas d'accord. Ils ont déclaré Sydney Powell coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre, d'agression criminelle et de falsification de preuves. Les procureurs ont soutenu qu'elle était pleinement consciente de ses actes. Malgré la tragédie, justice devait être rendue. Par un jour sombre au tribunal, le juge Kelly McLaughlin a condamné Sydney Powell à une peine de 15 ans à perpétuité. Lorsque le verdict a été annoncé, des larmes ont coulé sur son visage. Je vous condamne à une peine indéterminée de 15 ans à perpétuité au département des corrections de l'Ohio. Bien que son équipe de défense envisage de faire appel, le jugement a apporté une clôture à beaucoup de ceux qui pleurent la perte de Brenda Powell. Le cas de Sydney sert de rappel tragique de la façon dont des luttes cachées peuvent être menées à des conséquences dévastatrices. Une mère a perdu la vie, une famille a été brisée, et l'avenir d'une jeune femme a été ruiné en un instant. Certains pensent que Sydney aurait dû recevoir un traitement de santé mentale au lieu de la prison. Tandis que d'autres ont soutenu que la justice avait été correctement rendue, quelle que soit la perspective, une chose reste claire. Brenda Powell était une mère aimée et un membre de la communauté dont la vie a été écourtée par une violence inimaginable. L'histoire tragique de Powell a laissé une nation entière dans l'incrédulité. Le cas suivant révèle un acte déchirant d'une mère que personne n'aurait pu prédire. Mon cœur et mon esprit sont consumés par le désespoir. Douleur, tristesse, chagrin, angoisse incessante et remords extrêmes. Le 18 avril 2019, Joanne Cunningham a appelé la police, signalant que son fils de 5 ans, A.G. Friend, avait disparu. Elle a affirmé l'avoir mis au lit la veille au soir, mais le matin, il avait disparu. Une recherche massive a été lancée à Crystal Lake, dans l'Illinois, attirant rapidement l'attention nationale. Au début, les autorités ont traité la disparition d'A.G. comme un cas de disparition d'enfant ordinaire. Cependant, à mesure que les enquêteurs creusaient plus profondément, des incohérences ont émergé. La fouille de la maison familiale a révélé des conditions inquiétantes, des fenêtres cassées, de la saleté et une odeur insupportable. Mais le pire restait à venir. 6 jours après qu'A.G. ait été signalé disparu, son père et son ami Senior ont finalement avoué. Accablé par la culpabilité, il a conduit les enquêteurs dans une zone désolée, à 10 miles de leur domicile. Là se trouvait A.G., dans une tombe peu profonde et enveloppée dans du plastique. La recherche était terminée, mais la sinistre vérité ne faisait que commencer à se dévoiler. Une autopsie a révélé qu'A.G. avait subi un traumatisme crânien sévère. Les enquêteurs ont travaillé sans relâche pour reconstituer ses derniers moments, découvrant une réalité dévastatrice. Le 15 avril, A.G. a commis une simple erreur. Il a sali ses vêtements. Au lieu de le réconforter, sa mère lui a infligé une punition cruelle. Elle l'a forcé à prendre une douche glacée, où il grelottait et pleurait. Plutôt que de l'envelopper dans des vêtements chauds ou de le border dans son lit, elle l'a envoyé dormir, froid, mouillé et seul. Au matin, A.G. était parti.
Sa courte vie, marquée par la souffrance, s'était terminée tragiquement. La vérité douloureuse a assuré que son histoire ne serait jamais oubliée. Sa souffrance n'était plus silencieuse, et la justice était enfin en marche. Cunningham a été arrêtée et accusée du crime impensable d'avoir pris la vie de son propre fils. Lorsqu'elle s'est présentée devant le juge, elle a avoué ce qu'elle avait fait. La salle d'audience était silencieuse tandis que le juge parlait de l'agonie et de la souffrance que le petit Hadji avait endurée. Il avait vécu une vie remplie de négligence, de peur et de mauvais traitements de la part de la personne qui était censée l'aimer et le protéger le plus. Malgré tout, la prévenue pleurait au tribunal, disant qu'elle souhaitait pouvoir ramener AJ. Mais ces mots ne pouvaient pas effacer les années de mauvais traitements, ni la fin tragique qu'il avait affrontée. Le juge, insensible à ses larmes, a clairement indiqué qu'il n'y aurait pas de seconde chance. Elle a reçu une peine de prison de 35 ans, garantissant qu'elle ne ferait plus jamais de mal à un autre enfant. Elle purgerait également 3 années supplémentaires sous libération surveillée et serait tenue de s'inscrire en tant qu'agresseur violent contre les jeunes. Au moment de la condamnation, des larmes coulèrent sur son visage alors qu'elle réalisait ce qu'elle avait fait de mal. Je ne pourrai jamais justifier quoi que ce soit, ni même le vouloir. L'histoire d'AJ est un rappel déchirant que chaque enfant mérite amour, sécurité et protection. Rien ne pourrait jamais effacer la douleur de sa vie courte et tragique. Les procureurs ont décrit la vie d'AJ comme remplie de misère. Il est né dans l'addiction. Sa mère a été testée positive pour la substance à la naissance. Les services de protection de l'enfance l'ont retiré, mais l'ont ensuite rendu à ses parents, croyant qu'ils avaient changé. Mais les mauvais traitements n'ont jamais cessé. L'histoire d'AJ est un rappel poignant des dangers de la maltraitance des enfants et de la nécessité de protéger les enfants vulnérables. Bien que sa courte vie ait été marquée par la souffrance, sa mémoire nous appelle à agir, pour s'assurer qu'aucun enfant ne subisse le même sort. Notre prochain cas révèle comment une personne de confiance a trahi sa propre famille pour de l'argent. Je suis vraiment très heureux de pouvoir vous parler. Je suis vraiment très heureux de pouvoir vous parler. Omia Rosemary Ndlovu était une sergente de police respectée en Afrique du Sud. Elle est partie de débuts modestes, quittant sa maison à Bushbuck Ridge pour construire un avenir meilleur à Johannesburg. Après avoir rejoint le service de police sud-africain, ou SAPS, elle a été affectée au poste de police de Tembisa. Mais sous l'uniforme et le badge, elle cachait un secret glaçant. Elle était une tueuse de sang-froid qui a assassiné sa propre famille pour un gain financier. Entre 2012 et 2018, Ndlovu a méticuleusement orchestré les meurtres de 6 membres de sa famille et de son partenaire de longue date. Son motif était effroyablement simple. Elle voulait toucher les indemnités d'assurance vie et funérailles. Au fil des ans, elle a empoché environ 1,4 million de rand, soit environ 93 000 $, grâce à ses décès, utilisant l'argent pour alimenter sa dépendance au jeu. Sa série de meurtres a commencé en mars 2012 avec son cousin, Madala, témoin homo, qui a été retrouvé battu à mort. Son meurtre a rapporté à Ndlovu plus de 131 000 rands en indemnité d'assurance. En juin 2013, elle a empoisonné et étranglé sa sœur, Audrey, collectant plus de 717 000 rands de diverses polices. Ce même mois, sa nièce, Zanella Mota, a été brutalement battue à mort, lui rapportant un supplément de 119 840, 119 840 R. Mais In Love n'en avait pas fini. En octobre 2015, son petit ami et le père de son enfant, Maurice Mabassa, a été retrouvé à Old Fondsfontein avec 76 coups de couteau. Son meurtre lui a rapporté un autre 131 000 rands en réclamation d'assurance. 2 ans plus tard, en avril 2017, son neveu, Mayani Mashaba, a été assassiné juste un jour après l'avoir rencontré. Sa dernière victime connue était Brilliant Meshago, son neveu et le fils de sa sœur assassinée, Audrey. Il a été vu vivant pour la dernière fois en sa compagnie le 22 janvier 2018. 2 jours plus tard, son corps a été retrouvé à Bushbuck Ridge. Pendant 6 ans, Ndlovu a trompé les enquêteurs et les compagnies d'assurance. Mais en 2018, son règne de terreur a pris fin lorsqu'elle a poussé ses crimes un peu plus loin. Elle a tenté d'engager des tueurs à gages pour incendier sa sœur Joyce et ses 5 enfants à l'intérieur de leur maison. Cette fois, cependant, les hommes qu'elle a contactés étaient des policiers infiltrés. Pendant son procès, elle s'est effondrée, réalisant qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Les officiers l'avaient enregistrée en train de donner des instructions détaillées sur le crime horrible, scellant ainsi son destin. En 2021, Nomia Rosemary Ndlovu a été jugée pour ses crimes. Les preuves contre elle étaient accablantes. Elle avait ciblé sa propre famille, des personnes qui lui faisaient confiance et l'aimaient, uniquement pour l'argent. Le tribunal l'a reconnue coupable de 6 meurtres, ainsi que de fraude. Tentative de meurtre et complot en vue de commettre un meurtre.
Elle a été condamnée à 6 peines de réclusion à perpétuité concurrente pour les meurtres, plus 30 ans supplémentaires pour ses crimes. J'ai donc imposé la peine suivante à l'accusé. L'accusé est condamné à la réclusion à perpétuité pour chaque chef d'accusation. L'histoire de Nomia Rosemary Ndlovu est une histoire de cupidité et de trahison. Elle voyait sa propre famille comme rien de plus que des chèques de paie, laissant la dévastation dans son sillage. Les familles ont été déchirées, les enfants ont perdu leurs parents et la confiance a été brisée au-delà de toute réparation. Son cas est un rappel glaçant que parfois les plus grandes menaces viennent de ceux en qui nous avons le plus confiance. La poursuite impitoyable de la richesse par Rosemary à travers le meurtre est glaçante. Le cas suivant explore comment les mensonges peuvent mener à une tragédie insondable. Il a trouvé la chambre ce matin sur le bord de la route. Et le bébé a été retiré de son corps. Puis vous arrivez avec le bébé. Par un matin tranquille d'octobre 2020, à New Boston, Texas, Regan Simmons. Hancock, une jeune mère, était à la maison avec sa fille de 3 ans, attendant avec impatience l'arrivée de son deuxième enfant. À 35 semaines de grossesse, elle n'avait aucune idée qu'une amie, Taylor Parker, était sur le point d'arriver avec un plan glaçant. Taylor avait passé des mois à faire semblant d'être enceinte, falsifiant des échographies, organisant une fête pour révéler le sexe du bébé, et convainquant tout le monde qu'elle attendait un enfant. Mais il y avait une faille majeure dans son plan. Il n'y avait pas de bébé. Alors que ses mensonges commençaient à se défaire, son désespoir grandissait, et elle a eu recours à des mesures extrêmes pour rendre sa tromperie réelle. Ce qui aurait dû être un matin paisible est devenu tragique, changeant à jamais la vie de ceux impliqués. Dans le silence de son cœur, chez elle, Taylor, poussée par un motif troublant, a lancé une attaque violente contre Regan, causant une douleur inimaginable. Alors que la situation se déroulait, la fille de 3 ans de Regan jouait à proximité, inconsciente de l'horreur qui se déroulait autour d'elle. Malgré la force et le courage de Regan, elle et son bébé à naître n'ont pas pu survivre à l'épreuve. Heureusement, sa fille est restée indemne. Après avoir volé le bébé, Taylor s'est enfuie à toute vitesse, essayant de faire croire qu'elle venait d'accoucher. Elle a rapidement été arrêtée pour conduite erratique. Lorsque les agents se sont approchés, ils ont vu un nouveau-né sur ses genoux, mais quelque chose n'allait pas. Le cordon ombilical semblait sortir de son pantalon, une tentative maladroite de simuler une naissance récente. Elle a été emmenée à l'hôpital, où les médecins ont rapidement découvert la vérité. Il n'y avait aucune preuve que Taylor avait accouché, et le bébé n'était pas le sien. Pendant ce temps, chez Regan, les autorités ont découvert la scène de crime horrifiante. Après le procès, la mère de Regan, Jessica Brooks, a déclaré « Maintenant, nous pouvons arrêter de pleurer ». Elle a décrit comment sa fille était encore en vie, se battant pour son bébé pendant que Taylor l'attaquait brutalement. Un lourd fardeau qui semble levé. J'ai l'impression que maintenant, nous pouvons commencer à essayer de guérir. Nous n'avons plus cela. Au-dessus de nos têtes. Nous savons où elle va être. Nous savons où elle est. Et les procureurs ont révélé les mois de tromperie de Taylor, montrant comment elle manipulait son entourage pour leur faire croire à sa fausse grossesse. Même le mari de Regan, Homer Hancock, a admis que Taylor était en quelque sorte une amie. Elle avait même pris leurs photos de mariage et de fiançailles. Malgré l'argument de la défense selon lequel la famille et les amis de Taylor auraient dû remarquer les signes de sa fausse grossesse, le jury n'a montré aucune pitié. Étant donné la nature macabre du crime, ils l'ont condamnée à mort. Taylor est devenue émotive en entendant sa sentence, mais elle devait faire face aux conséquences de ses actes. Regan était une mère aimante, une épouse et une amie qui a fait confiance à la mauvaise personne. Le fait que sa fille était à la maison pendant le crime rend la tragédie encore plus profonde. Un mari a perdu sa femme, une petite fille a perdu sa mère et un bébé n'a jamais pu prendre son premier souffle. Taylor Parker est maintenant dans le couloir de la mort, attendant la punition ultime pour son crime odieux. Ensuite, Bailey Boswell, un cas de tromperie et de brutalité qui a conduit à l'une des enquêtes sur un meurtre les plus troublantes de l'histoire récente. Des accusations ont été portées contre Aubrey Trail et Bailey Boswell, les 2 personnes d'intérêt dans la disparition et la mort de Sidney Liu. Des accusations de meurtre au premier degré et de disposition inappropriée de restes humains squelettiques ont été déposées hier dans le comté de Saline. En novembre 2017, Sidney Liu, une jeune femme de 24 ans du Nebraska, cherchait un nouveau départ après des difficultés dans sa vie personnelle. Comme beaucoup d'autres, elle s'est tournée vers Turner. Sa rencontre ? Bailey Boswell, une femme charmante avec un sourire accueillant et une histoire qui semblait intrigante. Sidney planifiait avec enthousiasme un deuxième rendez-vous avec Bailey, mais elle ignorait que cette rencontre serait le dernier chapitre de sa vie. Le soir de leur rendez-vous, Sidney a envoyé un message à un ami, disant à quel point elle était excitée, laissant même sa localisation épinglée pour sa sécurité. Quand Sidney ne s'est pas présenté au travail le lendemain, sa famille a commencé à s'inquiéter. Après une recherche frénétique, les enquêteurs ont fait une découverte glaçante.
les restes démembrés de Sidney, emballés dans des sacs poubelles, dispersés dans la campagne du Nebraska. Mais après des semaines de recherche, le corps de Loof a été retrouvé dans le comté rural de Clay, près d'Edgar, Nebraska, en décembre. Elle est morte par suffocation. La police s'est rapidement concentrée sur Bailey et son petit ami, Aubrey Trail, qui étaient liés à la disparition de Sidney. Des images de surveillance ont capturé Bailey et Aubrey achetant des outils comme des scies et de l'eau de javel, des objets que les enquêteurs croyaient utiliser pour commettre leurs crimes macabres. Le plan tordu de Bailey et Aubrey s'est effondré lors des interrogatoires. Aubrey a affirmé que la mort de Sidney était un accident lors d'une étrange fantaisie de groupe. Cependant, les procureurs ont dressé un tableau bien plus sombre. Sidney avait été attiré dans un piège. Les messages textes ont révélé que Bailey avait manipulé Sidney pendant des jours, construisant une confiance pour exécuter leur plan mortel. Elle n'a pas survécu. Cette mort a été tumultueuse pour cette personne. Force, ferme, face à face. Je l'ai compris. Éteins la lumière en moi. Au tribunal, les détails glaçants de l'obsession du couple pour les fantasmes sombres ont laissé le jury stupéfait. Les preuves ont montré qu'ils avaient planifié de tuer pendant des mois, ciblant des femmes vulnérables via des applications de rencontres. En 2021, Bailey Boswell a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, échappant de justesse à la peine de mort. Son partenaire, Aubrey Trail, a reçu une condamnation à mort, cimentant leur rôle dans l'un des crimes les plus troublants du Nebraska. La salle d'audience était remplie d'émotions, alors que la famille de Sidney parlait d'une lumière éteinte trop énormément manquée. Parmi nous, c'est une personne formidable. Nous l'aimons. Beaucoup de gens le font, évidemment, dans la famille. Les parents de Sidney ont décrit leur chagrin inimaginable, qualifiant Bailey de monstre qui a trahi la confiance de leur fille. Au tribunal, Bailey a montré peu de remords, gardant une attitude froide et détachée qui n'a fait qu'ajouter à la douleur des proches de Sidney. La communauté a pleuré la perte d'une jeune femme au grand cœur dont la vie a été volée par un mal calculé. Ensuite, Claire Miller, un cas choquant d'une adolescente dont les actions ont brisé des vies de manière inimaginable. Elle a poignardé sa sœur Hélène, qui avait une paralysie cérébrale, le matin du 22 février 2021. Ses parents ont témoigné au procès qu'ils avaient perdu Hélène et ne voulaient pas perdre Claire également à cause de la prison. Aux premières heures du matin du 22 février 2021, le département de police de Manheim Township a été appelé au domicile de la famille Miller. Après que Claire Miller, âgée de 14 ans, qui avait une présence active sur TikTok, ait passé un appel au 911, admettant qu'elle avait tué sa sœur. Lorsque les officiers sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé Claire à l'extérieur, debout dans la neige, avec du sang sur son pantalon de pyjama. Claire a conduit les officiers à l'intérieur, les dirigeant vers la chambre, où Helen Miller, âgée de 19 ans, gisait sans vie. Helen, qui était née avec une paralysie cérébrale, dépendait d'un fauteuil roulant pour se déplacer et ne pouvait pas marcher. La famille Miller avait adapté leur maison pour répondre aux besoins d'Hélène, s'assurant qu'elle avait un espace sûr et confortable pour vivre. Une adolescente accusée d'avoir tué sa sœur restera dans le comté de Lancaster jusqu'à son procès. Claire Miller, âgée de 16 ans, sera jugée comme une adulte. Le juge a décidé que Miller restera dans le comté de Lancaster. Claire a été placée en détention immédiatement. Selon la loi de Pennsylvanie, l'homicide n'est pas considéré comme un crime juvénile, ce qui signifie que Claire, malgré son âge, devait être inculpée comme une adulte. Cette exigence légale n'a pas été prise à la légère, car elle impliquait de traiter une jeune adolescente avec le même processus juridique réservé aux adultes accusés de délits graves. Claire Miller était une enfant qui avait tout, mais était obsédée par l'homicide. Citant des milliers de messages textes, elle a envoyé à un ami exprimant le désir de faire du mal à quelqu'un, disant que même si elle aimait sa sœur Hélène, elle l'a poignardée à mort. Le processus juridique qui a suivi s'est fortement concentré sur la santé mentale de Claire. Il a été constaté qu'elle traversait une crise de santé mentale au moment de l'incident. En Pennsylvanie, le meurtre au 3e degré est défini comme un homicide involontaire résultant d'actions imprudentes ou dépravées. Il est distinct du meurtre au 1er degré, qui nécessite une préméditation, et du meurtre au 2e degré, qui implique un meurtre survenant lors de la commission d'un autre crime grave. Claire Miller a été condamnée à une peine de 12 à 12 ans et demi à 40 ans de prison, plaidant coupable de meurtre au 3e degré. Le juge du comté de Lancaster, supervisant l'affaire, a déterminé. En 2023, Claire, maintenant âgée de 16 ans, a plaidé coupable de meurtre au 3e degré. Ce plaidoyer était significatif, car il indiquait que Claire acceptait la responsabilité de ses actes, mais n'admettait pas la préméditation ou l'intention de tuer. En plaidant coupable, elle a reconnu que son comportement montrait un mépris pour la vie humaine, ce qui a entraîné la mort de sa sœur. Miller était mentalement malade, mais pas mentalement handicapée lors de l'imposition de la peine. Le 22 février 2021, la police de Manheim Township a découvert la sœur de 19 ans de Miller.
Lors de l'audience de détermination de la peine, la procureure Heather Adams a décrit l'affaire comme particulièrement tragique, soulignant que la vulnérabilité d'Hélène et les actions de Claire rendirent la situation encore plus douloureuse. Heather Adams a noté que bien que la crise de santé mentale que Claire a traversée ait été un facteur, cela n'effaçait pas sa responsabilité dans la mort d'Hélène. La procureure a souligné que le tribunal devait équilibrer le besoin de responsabilité avec le jeune âge de Claire et son état mental au moment du crime. Via vidéoconférence, elle est accusée d'avoir tué sa sœur handicapée, Hélène, dans leur maison de Mannheim en février. Le juge a finalement condamné Claire à une peine de 12 ans et demi à 40 ans de prison. Cette décision visait à la tenir responsable de ce qui s'était passé, mais elle laissait également la possibilité d'une réhabilitation au fil du temps. Le plaidoyer de culpabilité de Claire et la sentence qui a suivi ont mis en lumière le défi complexe de concilier justice et compassion, en particulier dans les affaires impliquant des mineurs et des problèmes de santé mentale. À Mannheim Township, elle a appelé la police peu après 1h du matin et a dit qu'elle avait tué sa sœur. Les officiers ont répondu à l'appel et se sont rendus à la maison où Claire les a dirigés vers une chambre. Pour la famille Miller, cette affaire a été dévastatrice sur plusieurs fronts. Ils avaient déjà enduré la douleur inimaginable de perdre Hélène, qui avait été chérie et faisait partie intégrante de leur vie. Le chagrin de cette perte était aggravé par la réalité que Claire devrait maintenant faire face à des années d'emprisonnement. De plus, la famille devait essayer de se réconcilier avec la douloureuse contradiction d'aimer Claire et de pleurer Hélène, sachant que les actions de l'une avaient changé leur famille entière, à jamais. Les actions tragiques de Claire Miller au sein de sa propre famille étaient choquantes, mais le cas suivant révèle une histoire de manipulation et de cupidité aux conséquences dévastatrices. Kelsey Turner, une ancienne mannequin dont l'implication dans un plan mortel a montré jusqu'où certains iront pour protéger leurs secrets. Judy était inquiète à propos de cette femme, Kelsey Turner, une playmate de 25 ans et mannequin pour Maxime. Judy dit que Kelsey extorquait de l'argent au docteur Burchard. Kelsey Turner était autrefois une figure éminente de l'industrie du mannequinat pour adultes, apparaissant sur les couvertures de Playboy Italia et Maxim, et amassant un nombre considérable de followers sur les réseaux sociaux. Elle partageait son temps entre Salinas, Californie et Las Vegas, Nevada, travaillant à construire sa carrière. Cependant, alors que l'industrie du mannequinat s'est révélée être très imprévisible, les opportunités ont commencé à se tarir, et Turner a fait face à d'importantes difficultés financières. À ce moment-là, elle était également mère célibataire. Richard avait l'habitude d'aider les autres et de s'engager avec de jeunes filles attirantes qu'il rencontrait en ligne, comme Kelsey. C'est selon son ami qui ne voulait pas être identifié. À la fin des années 2010, Turner a conclu un accord financier avec le docteur Thomas Burchard, un psychiatre pour enfants de 71 ans. Au cours de plusieurs années, Burchard lui a fourni plus de 750 000 $, couvrant des dépenses comme l'assurance de sa voiture et le loyer de sa maison à Las Vegas. Selon Judy Earp, la fiancée de Burchard, de nombreuses personnes demandaient l'aide du docteur, mais Kelsey était différente. Judy a affirmé que Kelsey demandait souvent de l'argent sous prétexte qu'elle en avait besoin pour les médicaments de son fils ou d'autres urgences. Judy Earp, sa petite amie depuis 17 ans, était de retour chez eux en Californie et a senti que le docteur avait des ennuis. Début 2019, Judy, qui soupçonnait que Burchard montrait les premiers signes de démence, l'a exhorté à mettre fin à la relation. Burchard a accepté et prévoyait de confronter Turner le 1er mars 2019 pour lui dire qu'il ne lui fournirait plus de soutien financier. Il n'est jamais revenu de ce voyage. Peut-être que je rentrerai simplement chez moi avec le prochain vol. Judy Earp a signalé la disparition de Burchard, ce qui a déclenché une enquête. Le 7 mars, la police a découvert la Mercedes-Benz abandonnée de Burchard dans le désert de Las Vegas. À l'intérieur, ils ont trouvé du sang, des gants et une batte de baseball. Le coffre contenait un corps enveloppé dans des draps, identifié comme étant le docteur Burchard grâce à une carte de crédit trouvée sur les lieux. Lors de l'autopsie, le médecin légiste a conclu que Burchard était mort d'un traumatisme contondant, qualifiant sa mort d'homicide. Répétitivement que ce ne sont pas le genre de personnes avec qui vous voulez vous associer. Les détectives ont interrogé Judy, qui a partagé des détails sur les plans de Burchard de couper les ponts avec Kelsey. Lorsqu'ils ont fouillé la maison de Kelsey, ils ont trouvé des preuves de sang et une tentative de nettoyer la scène. En utilisant les données des téléphones portables, les autorités ont suivi Kelsey et ses colocataires, Diana, Pina et John Kennison, jusqu'à l'hôtel Rio. Lorsque les officiers sont arrivés, les trois étaient répartis. Vivait et où les enquêteurs croient que le docteur Burchard a été assassiné.
La colocataire de Kelsey, Diana Pina, a déclaré à un grand jury que Kennison avait attaqué le docteur Burchard avec une batte de baseball. L'enquête a pris un tournant clé lorsque le journal de Burchard a été trouvé, contenant des entrées sur des accusations que Kelsey avait portées contre lui concernant des images inappropriées d'enfants. Malgré ces allégations, aucune preuve de ce type de matériel n'a été trouvée sur les appareils électroniques de Burchard. Judy a déclaré que les accusations avaient profondément troublé Burchard, en raison de son parcours professionnel. La colocataire de Kelsey, Diana Pina, a plaidé coupable de complicité de meurtre et devrait témoigner lors de leur procès. Kelsey, Diana et John ont finalement été localisés. Les empreintes digitales de la voiture de Burchard correspondaient à celles de Diana et John. Diana a admis à la police que Kelsey avait été contrariée lorsqu'elle a appris que Burchard prévoyait de la couper financièrement. Elle a dit que Kelsey avait ordonné à John de confronter Burchard, ce qui a conduit John à le frapper mortellement avec une batte de baseball. John a ensuite conduit la voiture de Burchard, avec le corps dans le coffre et l'a abandonné dans le désert. Il semble qu'elle ait reçu une libération d'omniconisance, donc elle bénéficie d'un traitement assez préférentiel ici, et il sera intéressant de voir si le jury pense en fait qu'elle pourrait être la mauvaise personne. Diana Pina a accepté un accord de plaidoyer pour complicité de meurtre et a été condamnée à 3 ans de probation. John Kennison a plaidé coupable de meurtre et a été condamné à une peine de prison de 18 à 45 ans en 2022. Kelsey Turner a accepté un plaidoyer all-firm, reconnaissant la solidité des preuves contre elle sans admettre sa culpabilité. Elle a été condamnée à une peine de prison de 10 à 25 ans et sera éligible à la libération conditionnelle lorsqu'elle aura 36 ans en 2029. Lors de ses audiences au tribunal, le comportement de Kelsey Turner a attiré l'attention car elle était souvent vue souriante et posant pour les caméras, ce que beaucoup ont trouvé surprenant compte tenu des accusations graves auxquelles elle faisait face. 3,75 ans qu'elle a déjà passé incarcérée et elle ne montre toujours aucun signe de réhabilitation. Alors que certains ont interprété ces actions comme une tentative de paraître confiante ou de garder son calme, d'autres les ont vues comme une preuve d'indifférence envers le crime et ses conséquences. Actuellement, Kelsey Turner purge sa peine au centre correctionnel pour femmes Florence McClure au Nevada. Ces meurtriers, consumés par la jalousie, la manipulation et l'obsession, ont à jamais changé le cours de nombreuses vies. Leurs apparitions au tribunal étaient des rappels glaçants des profondeurs de la cruauté humaine. Mais les histoires ne s'arrêtent pas là. Dans notre prochaine vidéo à l'écran, nous approfondirons des condamnations encore plus déchirantes qui suivent.